Je m'appelle Richard Minier. Je suis producteur de musique. En 1999, j'ai parcouru le Mali. Et c'est comme ça que pour la première fois, j'ai vu Draman. Il avait quelque chose à me montrer. Ce fut la première fois que Draman me parla du groupe. Las Maravillas de Mali. C'était fait à Cuba. À Cuba, ça? À Cuba. C'est le seul groupe qui soit envoyé à l'extérieur pour apprendre la musique. Fidel, il est venu vous voir. Il est venu comme ça vers 2h du matin. En fait, c'est le Tché qui a fait l'interprète. Qui a fait l'interprète. Ah ouais, ouais, nous. Et là, le premier groupe africain afro-cubain était né. Et ce groupe d'étudiants maliens devient tout d'un coup l'emblème des relations entre Cuba et l'Afrique. J'avais beaucoup de cheveux, mais les cheveux ont fait comme ça. Il a été une explosion dans le monde, et particulièrement en Afrique. Au revoir. Je n'avais plus qu'une idée en tête, celle de tous les réunir pour les faire rejouer ensemble. Cette histoire, c'est 18 ans d'enquête. 18 ans de quête. 45 ans après leur séparation, un nouveau chapitre pouvait maintenant s'écrire pour les Maravillas. Alors au cinéma, je me souviens qu'à l'époque, moi j'habitais à la campagne, donc il n'y avait pas de cinéma à la campagne, et avec ma mère et son copain, on était allés à Orléans, et je crois qu'on avait vu Les Aventuriers de l'Arche perdue. Donc j'ai ça comme image, les premiers films. Et puis en même temps, il y avait aussi les premiers magnétoscopes à l'époque, donc il y avait la possibilité d'enregistrer des films, de louer des films et tout. Donc c'est un peu mes premières images. Après, moi, quand j'étais un peu plus âgé, je faisais de la musique, mais j'ai aussi travaillé. J'ai travaillé dans des cinémas en fait à Orléans, juste à la caisse ou enfin voilà, donc des cinémas plutôt indépendants. Donc en fait, j'ai eu un moment, je me suis posé la question de faire une fac de cinéma, puis ça s'est pas fait, mais voilà le rapport au cinéma. Donc j'ai pas une image en particulier, mais voilà, j'ai toujours été en contact, ou en tout cas toujours été fan de cinéma en fait. Voilà. Et puis c'est vrai que pendant des années où je travaillais dans 2-3 cinémas différents en Orléans, et il y avait une espèce de convention entre les cinémas où tout le monde qui travaille dans un cinéma peut aller voir les films. Donc j'avais vraiment du temps. J'étais à la fac, je faisais un peu de musique, je faisais beaucoup de musique et j'allais un peu à la fac. Et donc j'allais beaucoup voir de films en fait. Voilà, j'ai vu beaucoup de films, et puis après avec le scope, j'ai commencé à enregistrer vraiment plein de films. Enfin, j'avais une vraie vidéothèque chez moi. Jusque dans les années 2000, j'avais vraiment un mur de vidéos, voilà. Donc, et les films dans lesquels la musique était un élément fondamental. Ça peut être une comédie musicale, mais ça peut être aussi un film sur la vie d'un musicien. Là, je sais pas pour quelle raison, mais je pense par exemple au film de Clint Eastwood sur Charlie Parker, Bird. Et est-ce que selon vous, le cinéma a toujours su questionner justement la musique dans tout le sens du terme? Bah oui, je pense. Enfin, depuis Godard sur les Stones, les Clash, Rude Boy. Bon, ça c'est un de mes groupes préférés. Donc c'est vrai que ce film m'a beaucoup marqué parce que c'était une espèce de docu-fiction qui vraiment était au cœur de la création des Clash et de tout ce qu'ils pouvaient rencontrer dans un moment donné. Donc après, oui, que ça soit Bird ou des documentaires plus récents, enfin que ça soit des biopics ou des documentaires plus récents comme Sugarman ou Dig, enfin tous ces films qui touchent aussi à des destins particuliers. Moi, je trouve que ça a toujours été, enfin ça fonctionne quoi. Voilà. Après, il y a des biopics sur la musique qui sont plus ou moins bien réussis et d'autres qui sont justes. Mais quand vous avez commencé à travailler dans le milieu musical
à jouer des instrus, à produire. Est-ce qu'il y avait quand même cette idée un jour de vouloir faire un film sur ça peut être sur un groupe ou sur la musique en quelque sorte? Est-ce que c'était une idée avant que vous rencontriez Non, il y avait une volonté plutôt de faire des musiques de film parce que j'ai commencé un tout petit peu avant de rencontrer cette histoire. Enfin, pas des musiques de film, mais on avait fait une musique pour un dessin animé pour Canal avec mon groupe à l'époque. Il y avait toujours le côté vidéoclip, mais je prenais ça vraiment comme un moyen de diffuser la musique. Et moi, en tant que réalisateur et producteur de musique, j'étais vraiment très, très dans la musique. Je faisais pas de photos, j'avais pas spécialement de caméra. Enfin voilà, j'aimais l'image et le cinéma, mais avant de découvrir cette histoire, il y avait pas, j'ai pas souvenir de vouloir faire un film sur un sujet, enfin de me dire tiens je vais faire un film dans la musique ou tiens je vais filmer des images, enfin voilà. Je vais filmer des choses dans la musique et tout ça. Non, il y avait vraiment pas. C'est vraiment ce documentaire. Enfin, la rencontre avec cette histoire qui a fait que ça a déclenché ça, quoi. Ben, cette rencontre, c'est quand même une sacrée partie de votre vie en quelque sorte. C'est plus de 10-15 ans, 15-18 ans avec la sortie du DVD, etc. à peu près. Et quand j'ai vu le film, la première sensation que j'ai ressentie à la fin du film, c'est cette histoire de durée. C'est que en fait, vous ne savez pas où vous allez quand vous faites le film. Vous ne savez pas du tout où vous allez. Bah non, parce que déjà à l'époque, il y a pas autant de sources sur Internet. Enfin, Google, je crois que ça a commencé en 98, donc vous pouvez pas taper Maravillas de Mali, Afro, Cuba. Il n'y a pas des dizaines de milliers de réponses qui tombent. Donc à un moment, je me suis retrouvé dans une position plutôt de journaliste que je n'étais pas ou de documentaliste que j'étais pas, et donc j'ai enquêté petit à petit avec les moyens que j'avais ou pas. Et donc c'est pour ça que ça a pris du temps aussi. Et j'ai enquêté sur cette histoire. Voilà, sur effectivement plusieurs années, parce que la première année, quand je découvre un peu tout ça et que j'y vais, je crois 2 ou 3 fois, j'ai quand même des images, j'écris un dossier, je vais commencer à en parler à des boîtes de prod télé, puisque c'était plus l'idée de faire un doc télé, un 52. Donc sûrement dans une forme beaucoup plus classique que ce qu'il n'est devenu. Il est devenu ce qu'il est devenu aussi par rapport à ce temps qui a été mis pour faire le film. Et donc c'est vrai que je filme. Voilà, j'ai je sais plus combien d'heures de rush, je sais pas combien de cassettes, je dois avoir 80 cassettes DV, et je filme et j'emmagasine en fait des images, et je pense que le film fonctionne aussi parce que là-bas je suis pas réal, je suis pas documentaliste, je suis pas journaliste, donc vis-à-vis de la relation que j'ai avec eux, je peux filmer en fait d'une façon assez facile parce que je suis producteur de musique aussi, je pense. Donc je vais pas dire qu'il y a un langage, parce que moi la musique afro-cubaine ça me parle pas du tout quand je les rencontre. Je suis pas un spécialiste, je suis jamais allé à Cuba, je connais pas. Mais en tout cas, je pense que le fait de m'intéresser à eux en tant que artistes, musiciens qui ont une histoire incroyable, que je ne connais pas du tout, en plus l'Afrique, communiste, socialiste, les relations, tout ça, je connais pas du tout, fait qu'en fait j'y vais sûrement d'une façon assez naïve, et que effectivement il n'y a pas de plan préétabli, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, d'ailleurs c'est montré un peu dans le film, il y a des moments où ça fonctionne pas, et je me dis que je vais pas forcément y arriver, tout en sachant que je me suis jamais vraiment dit non plus que j'allais pas y arriver. Enfin, je sais pas comment expliquer. Cette histoire, elle fait partie de ma vie là pendant, on va dire 15, jusqu'à temps que je signe ce projet chez Universal. Pendant 15 ans, elle fait partie de ma vie, et elle fonctionne un peu comme une balle de ping-pong. On me la renvoie par moment, je la renvoie. Il y a des gens qui vont essayer d'en faire quelque chose, ça fonctionne pas, donc ça me donne effectivement. Quand on essaie de faire quelque chose avec ce projet, je me dis, il y a quand même quelque chose. Enfin, je suis convaincu petit à petit qu'il y a quand même quelque chose, mais c'est vrai que là, toute une conjoncture qui soit
après Buena Vista, où peut-être il y a eu beaucoup de films musicaux qui ont été faits. Moi, j'arrive un peu après, je suis pas connu, j'ai pas vraiment de légitimité. L'histoire est quand même très inconnue. Il y a ça, et puis d'un côté, il y a aussi toute cette période, on va dire, au milieu des années enfin 2000, où la musique africaine, elle est moins présente que dans les années 90 et que ce qui va devenir après, quoi, en fait. À partir de 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, la musique africaine, elle revient en force. L'art africain revient en force, voilà. Et c'est vrai que moi, je suis dans une espèce de ventre mou, voilà. Donc, c'est vrai que à la base, je sais pas vraiment où je vais. Mais par contre, je filme. Donc, l'envie de ressortir le disque, ça, c'est évident pour le producteur de musique que je suis. L'envie de pouvoir enregistrer des titres des Maravillas avec des featuring connus, ça, c'est le producteur de musique qui en a envie. Et puis après, ben, tout d'un coup, je m'improvise producteur exécutif, producteur, réalisateur, auteur, voilà. Il y a une espèce de machine de prod qui se met en place, mais elle est extrêmement artisanale et totalement indépendante pendant 15 ans, voilà. Vous évoquiez Godard au début de l'entretien quand on parlait de ce fameux film musical One Plus One. Et puis quand moi je vois ce film, cette façon, cette insistance, cette persistance, cette résistance aussi pour aller jusqu'au bout. Godard avait dit au début de Film Socialisme, si je me trompe pas, il disait on doit beaucoup à l'Afrique. Et moi, quand je vois ce film, j'ai l'impression que, je sais pas pour quelle raison, il y a une manière de dire aussi merci à l'Afrique en quelque sorte. Quand vous arrivez à la fin de ce film, quand vous avez réussi dans un premier temps, à les réunir. Après, bon, la vie a fait que ils sont tous partis sauf un. Et ensuite, il y a ce concert à la fin, ce concert final. J'ai l'impression que, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai cette impression que c'est comme si c'était pas forcément une lettre d'amour à ce continent, mais comme si vous lui deviez quelque chose, en quelque sorte. Oui, parce que quand vous avez 30 ans et que c'est votre premier voyage en Afrique, il y a toujours un peu ce cliché de dire l'Afrique, on va aimer ou on va détester. Enfin, il y a tout la notion du temps, le monde, la façon dont ça fonctionne. Et moi, c'est vrai qu'avec cette histoire, moi, je découvre cette histoire à la fin du premier voyage que je fais. Donc, je me suis pris un peu l'Afrique en pleine gueule, on va dire, comme d'autres l'ont fait, mais d'un point de vue un peu touristique. Enfin, voilà, je découvre l'Afrique, entre guillemets. Mais moi, si vous voulez, je tombe sur cette histoire. Donc, tout d'un coup, ma vision, elle est extrêmement focalisée sur leur histoire. Et donc, après, je suis plus dans le tourisme, je me comporte avec eux comme je pourrais me comporter avec vous. Enfin, il y a une espèce et donc l'Afrique me donne énormément parce que ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je fais de l'image, j'ai des projets en Afrique, le film va sortir en Afrique. Je fais pas que des projets maintenant sur l'Afrique, mais ce film, évidemment, m'amène à écrire des projets. Je suis en train de monter une boîte de prod audiovisuel vraiment avec des gens qui sont du cinéma. Donc, effectivement, à 30 ans, je suis dans une espèce de milieu de carrière musicale que j'ai commencé à 15, 16 ans. Et c'est vrai que ça bouscule complètement ma vie. Donc oui, c'est une déclaration d'amour parce que ce projet m'a aussi sauvé la vie, parce qu'à un moment, quand j'ai réussi vraiment à le faire, j'étais dans une espèce de ventre mou par rapport à la prod musicale et tout ça, et que ça me donne aujourd'hui une crédibilité, des contacts, une assurance aussi pour écrire des choses. Enfin voilà, aujourd'hui, je fais plus de l'écriture, de recherche que de musique en fait, voilà, que de création musicale, de production musicale, voilà. Donc c'est clair qu'il y a une espèce de basculement depuis quelques années, depuis que j'ai signé ce projet, et enfin depuis qu'il a été matérialisé. Et c'est vrai que c'est aussi remettre dans l'histoire de la musique du monde ce groupe, le remettre sur un échiquier mondial de la world music, enfin, le mot est galvaudé, voilà. Et puis c'est aussi parler d'une Afrique, on va dire à l'époque très très contemporaine, avec des photographes qui commencent à émerger, Malik Sidibé, une musique, un brassage, une utopie politique qui certes n'a pas marché, mais qui a été foisonnant d'enrichissement, enfin, je veux dire,
le réalisateur de Timbuktu, il a fait une université à Moscou, Patrice Lumumba, il s'est formé. Il y a des Soudanais aussi qui ont fait il y a eu un doc sur des Soudanais qui ont voulu réouvrir des cinémas, je crois, à Khartoum, et qui avaient fait aussi une école de cinéma. Donc voilà, c'est un continent extrêmement riche, ça on le sait. Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais là, on avait une histoire qui était à la fois géopolitique, qui se passe pendant la guerre froide, qui a un lien avec la France parce que c'est la décolonisation, donc la colonisation, et en même temps un lien avec Cuba qui est forcément, je veux dire, à la fois une ville, enfin la Havane, une ville riche en musique évidemment, avec le focus qu'a amené Wim Wenders, mais pas que. Et puis aussi, voilà, des icônes, quoi. Enfin, les icônes des présidents africains, Lumumba, Modibo Keïta, Sékou Touré. Enfin, une histoire de l'Afrique qui est assez méconnue, que moi je ne connaissais pas en tout cas. Donc c'est clair. Et là, je suis vraiment fier parce qu'on vient de signer un deal avec Pathé BC Afrique, qui est une structure qui appartient à Pathé et qui a pour ambition de distribuer des films en Afrique. Donc, qui vont de films un peu blockbuster, mais aussi des films africains, et donc de réactiver, si vous voulez, avec les instituts français ou même les canals Olympia de Bolloré, si vous voulez, une certaine forme de distribution de films en Afrique. Donc moi, ça me rend vraiment fier parce que, outre la carrière qu'il peut avoir, qu'il a eu et qu'il continue à avoir un peu en festival, dans des débats, des projections, les Africains vont voir ce film. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai interviewé Salif Keïta, où c'est une interview très flotte, qui dure 2 heures, où à la fin il me prend dans ses bras, on se connaît pas, et il me dit écoute, ce que tu fais c'est vraiment important pour l'Afrique, pour nous. Voilà. Donc il y avait pas cette notion de mission. Je savais pas où ça allait aller. Sortir le film, avoir beaucoup de critiques extrêmement positives de la part de la communauté africaine ici et une attente là-bas, fait qu'effectivement, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'important. Voilà, c'est important pour moi et puis c'est important pour eux, et je pense que ça sent aussi dans le film que les Maravillas et moi, on a une histoire ensemble. Voilà. Enfin, je suis le narrateur évidemment. L'arrivée d'Édouard Salier, qui est un ami mais qui est aussi un réalisateur, lui, de séries, de fiction, de clips, de pubs et tout, fait que lui il me met au cœur du process, en fait. Voilà. Parce que c'est ça qui l'a intéressé aussi. C'est le côté, ce mec complètement taré qui depuis 15 ans va là-bas pour essayer, enfin, pour lui, à la base, l'histoire, la quête impossible, il appelait ça la quête impossible de Richard Minier, était plus intéressante que l'histoire des Maravillas en elle-même. Et en fait, on a réussi à faire un tout. Quand je disais que au début des années 2000, il y avait un intérêt des diffuseurs, des chaînes de télé ou des prods, genre Kappa, Moati, enfin tous ces grands producteurs de télévision, je suis allé les voir et ça les intéressait. Mais le sujet était très très vaste, ça partait un peu dans tous les sens. Il y a de quoi faire un doc 52 sur les rapports entre l'Afrique et Cuba à partir de cette histoire. Il y a de quoi parler de la musique afro-cubaine, voilà. Et c'est vrai que oui. C'est vrai. Non, mais c'est très. Pardon, je vous interromps parce que quand on voit le film, on le ressent complètement. Et d'ailleurs, ça m'amène à poser pas mal de 2-3 petites questions sur le montage, surtout qui, je pense, a été, à mon avis, je sais pas si ça a été douloureux, mais ça a dû être assez cocasse parce que je ne sais pas combien vous avez d'heures de rush. En plus, l'histoire commence à l'aune de l'an 2000 pour ensuite se dilater jusqu'à de nos jours. Vous mêlez des images d'archives, vous mêlez vos images, puis à un moment au début du film on vous voit beaucoup plus vous êtes plus en avant, et puis à un moment où vous vous effacez, Bonkana Maïga devient un peu le vecteur. Enfin, il y a quand même des idées de montage qui sont assez fortes, et en plus de cela, il y avait l'histoire entre. Enfin, il y a comme ça des liens avec la grande histoire d'Afrique, à savoir l'esclavage, puis puis le tricontinental à Cuba. Voilà, c'est une myriade comme ça d'historiettes. C'est pour ça que je pense que. Oui. Comment avez-vous fait le montage? Comment ça s'est passé, ça? Le montage, moi, franchement, quand j'ai signé ce projet en 2015 chez Universal, il a été question d'aller réenregistrer à Cuba, de ramener Bonkana Maïga. Moi, quand j'ai signé le projet, je pense qu'ils sont plus que 2 encore survivants, Aliou, Traoré. Et en fait, j'appelle et
Je tombe sur son fils et j'ai l'impression que c'est lui, j'ai l'impression que c'est sa voix. Il me dit non, mon père est mort. Donc déjà en 2015, quand je vais signer le projet chez Universal, l'idée est de ressortir l'album original et de faire des nouveaux enregistrements. Et quand je retrouve Boncana, ben voilà, c'est en novembre 2015, il est fatigué, enfin je le trouve fatigué. Je lui propose d'aller à Cuba, tout ça, c'est bon, on se tape dans les mains, tout ça, voilà. Mais c'est vrai qu'après, continuer à filmer tout seul, c'était, enfin voilà, c'était 15 ans plus tard, c'était plus avec une petite caméra, là, il fallait des moyens. Donc, à qui je pouvais faire confiance et à qui je pouvais déléguer une certaine forme de complicité artistique, de co-réalisation, c'était pas hyper évident parce qu'évidemment, à un moment, j'ai pensé à des gens qui sont des réalisateurs confirmés, connus, enfin, en tout cas, que ça aurait pu intéresser, mais ça aurait plus été du tout mon film et je pense que ça n'aurait pas pu le faire non plus parce que les réalisateurs en question, c'est pas leur histoire aussi. Et c'est vrai que Édouard est à la fois un ami et aussi c'est quelqu'un qui est très différent de moi en termes de caractère, mais qui a une grosse connaissance déjà de Cuba, voilà. Donc je pense que il connaît Cuba, il y va depuis 20 ans comme moi, je suis allé depuis 20 ans en Afrique. Et donc on s'est retrouvés sur ce projet. Ce que je vous ai dit, c'est important parce que c'est vrai qu'il me met dans le projet à l'image et aussi à la voix, donc il amène cette part de réalisation que moi j'aurais pas du tout assumé ou je n'aurais pas spécialement pensé à ça, mais le fait que je réalise l'album, que je sois aussi dans ce côté un peu journaliste, tout d'un coup, lui, il met sa caméra sur moi. Et il amène aussi, alors on vient au montage, il amène en fait une équipe, il amène des chefs-op, il amène un monteur, il amène une prod exé à Cuba. Et le monteur, en fait, c'est un type qui s'appelle Julien Perrin, qui a jamais monté de documentaire à l'époque, qui a envie de le faire. Et pendant 1 an, en fait, on n'arrive pas à matcher. Et nous, on a plein de monteurs qui vont essayer, non pas commencer à monter, mais qui vont s'intéresser à cette histoire et qui vont lâcher l'affaire tellement c'est compliqué pour eux. Voilà. Et moi, je me dis, je vais jamais réussir je sais pas par quel bout le faire. Et en fait, on va s'embarquer dans un système qui est assez, je trouve intéressant, dans une relation triptyque, c'est-à-dire que Julien et moi, on va monter pendant 6 mois ensemble. Lui, il va tout redérocher. Moi, j'avais déjà déroché. Lui, il va tout redérocher. Et puis, on va commencer à faire une ossature qui va être celle quasi définitive des 55 premières minutes, c'est-à-dire jusqu'au moment où je dis à Boncana, on va partir à Cuba. On a monté ça, et en fait, personne n'a vu ce montage, personne n'est intervenu. C'est-à-dire que même Édouard Salier ne voulait pas venir parce que il voulait pas, entre guillemets, il voulait garder la fraîcheur de ce que lui a fait, et il voulait pas entrer dans l'histoire des images que moi j'ai tournées. Et ça, c'était hyper intéressant parce que quand on lui a montré 55 minutes, on lui a montré quand même beaucoup, beaucoup d'images que j'ai tournées. Il avait vu des petits bouts de montage, mais il n'avait pas vu l'histoire de tous ces mecs. Donc, en fait, c'était important d'avoir son avis parce que si lui trouvait que ça fonctionnait pas en termes de récit, ça voulait dire qu'on s'était vraiment planté. Mais il m'avait mis un de ses monteurs avec qui il avait monté des séries, des films. Donc, en fait, on s'est retrouvés dans ce système et c'est vrai que ça a fonctionné. Et le montage est vraiment hyper bien pensé. Et Édouard est venu peut-être 2 ou 3 fois en 6 mois. Il a dit ça, ouais, je mettrai ça comme ça, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis ça s'est fait en fait aussi simplement que ça. Ça a duré. Il y avait 200 heures de rush, donc voilà. Et après, on a fait des choix. On a fait des choix aussi de faire un film assez court. Moi, j'écrivais la voix off. Quand je rentrais le soir, ben, j'écrivais un peu parce qu'est-ce qu'il fallait écrire comme voix off. Et puis à un moment, j'ai tout réenregistré. Les musiques additionnelles, je m'en suis occupé aussi. Enfin, voilà, on était vraiment quasi tous les deux avec comme une espèce de Manitou pour dire oui, non de temps en temps, mais je pense qu'il y avait une confiance entre eux deux parce qu'ils se connaissent. Et Édouard, me connaissant, il savait que il n'y avait pas forcément beaucoup de monteurs qui auraient pu faire ce film. Alors après, des gens ont fait un autre montage et tout, mais voilà. Et on a réussi à intégrer tous les éléments que vous avez cités, c'est-à-dire parler des relations entre Cuba et l'Afrique, parler de la musique afro-cubaine, avec les images d'archives, parler de l'héritage des esclaves africains qui vont, voilà. Mais c'est vrai que chaque parcelle de cette histoire
pourrait être un doc. Ben voilà, à un moment, on aurait pu aussi, en étirant vraiment, on aurait pu faire un truc beaucoup plus fleuve, même une série. Mais le doc objet une 20, c'est vachement bien. Enfin voilà. Est-ce que Bonkana Maïga a vu le film? Oui, bien sûr. Alors il l'a vu la première fois. Je crois que c'était en février 2019 et on avait quasi le film définitif en termes de. C'était pas étalonné, il n'y avait pas ma voix off, Ouais. et tout ça. Et donc, il est venu en février 2019 il y avait la prod, il y avait quelques personnes du label, on était quoi, une vingtaine. Et vu comment je le traite dans le film, moi, j'étais un peu flippé, et surtout la prod était flippée. Parce que c'est le maestro, parce que c'est un mec qui il a ses émissions de télé, parce que vous avez vu qu'il a son. La première fois qu'on le voit, effectivement, la première fois que vous vous voyez, il y a un petit moment comme ça, un peu. Et donc, en fait, moi, je lui ai jamais montré d'image, à part en 2015, quand je lui montre les images de Cuba que j'ai tournées en 2004, sur les traces de leur passé. Et il vient à Paris, dans un auditorium, et moi, je me dis, bon, je veux pas me mettre à côté de lui, je veux pas vivre ses réactions. Donc, c'est Edouard qui se met à côté de lui. Et moi, je suis beaucoup plus haut dans la salle. Et au bout de 10 minutes, pour raconter une anecdote assez marrante, il se lève et il s'en va. Et là, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Parce que au bout de 10 minutes, il n'y a rien sur lui. Enfin, on parle pas de lui, quoi. Et en fait, non, il est parti pisser. Voilà. Et il revient. Et en fait, à la fin du film, il y a beaucoup d'émotions. Moi, j'ai quelques proches qui ont travaillé avec moi sur le film qui sont là. Et en fait, il se retourne et il me regarde et il me fait super. Et en fait, c'est ça le paradoxe de Bonkana, c'est qu'il peut être très dur, très méticuleux, très pointilleux. C'était le maestro. Et en fait, il m'a laissé. Il y a une espèce de confiance qui se traduit par en 2015, il me dit OK, on va y aller, voilà. Genre tu y es arrivé, c'est dingue, donc on va y aller. Et en même temps, il m'a laissé faire vraiment le film que je voulais faire, la musique aussi. Je lui ai fait faire des versions avec Ina Modja, avec le chanteur d'Orichas, enfin voilà, que je lui ai présenté à la Havane. Donc il y a une espèce de confiance qui s'est établie et c'est vrai que j'ai été vraiment agréablement surpris et tout le monde a été surpris du fait qu'il n'a rien dit sur le film. Enfin, il m'a dit c'est un très beau film. Donc, il le voit en 2019, en février, et il va le revoir en septembre 2020 quand on fait une grosse avant-première à l'Arlequin, qui est la première avant-première avant la sortie du film. Et là, il y a 350 personnes, c'est blindé. Et là, il est hyper ému, il pleure, il y a une standing ovation et tout ça. Donc, il l'a vu 2 fois, dont une fois finie. Enfin, puis après, on a fait beaucoup d'avant-premières à Paris. Il est resté un mois en septembre. Mais voilà, donc là où c'est très fort aussi, c'est que j'ai pu raconter aussi son histoire, parce que ce film parle des Maravillas, mais c'est aussi le portrait, même si c'est pas non plus complètement focus sur lui. Je suis dans sa famille au Niger, chez lui à Abidjan, donc c'est aussi le portrait d'un très grand producteur de musique. Enfin, ce type est un des plus grands producteurs de la musique africaine qui existe et qui vit encore. Donc, c'est aussi un vrai témoignage, quoi. Enfin, j'ai beaucoup d'images sur lui. Et donc, c'est vrai que il y avait aussi le fait de pouvoir dans le montage. Et ce qui était intéressant avec Julien, c'est qu'on n'a pas non plus forcé le trait, mais il y a des espèces de petits twists de montage. Quand on est chez lui, on met une musique un peu bossa nova, un peu lounge. En gros, on se fout de sa gueule parce qu'il est là, il dit ah c'est moi. Voilà. Et en fait, ça l'a fait marrer. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose, il n'y a pas eu de censure là-dessus, quoi. Voilà. Pourquoi le film se termine sur vous? Pourquoi le plan final, c'est sur vous? Est-ce que c'est parce que le premier plan, c'est commencé sur vous avec la voix off? Est-ce que vous vouliez créer une espèce de boucle? Oui, alors oui, il y a ça d'un point de vue cinématographique, entre l'hôtel, je m'appelle Richard Minier, voilà, c'est 18 ans. Alors après, on s'est posé plein de questions parce qu'en fait, moi, j'estime qu'il y a 3 fins dans ce film. Il y a la fin de Bonkana qui est à Cuba, qui regarde face caméra et je dis les Maravillas vont se reformer. On peut très bien en fait passer de ce moment-là au concert, voilà. Il y a ce retour à Bamako parce que il y a cette espèce de fil rouge en 2018 où il y a ce tournage à Bamako et c'est vrai qu'on boucle une boucle.
Et donc, oui, j'ai eu quelques très légères critiques par rapport à ça, d'un réal qui me dit oui, c'est bizarre que tu finisses sur toi. Et c'est vrai que moi, j'étais pas plus fan que ça, mais on voulait aussi finir par ce plan de l'hôtel de l'amitié où je découvre l'histoire. Enfin, et on voulait pouvoir enchaîner avec la musique. Il y a eu tout un débat aussi. Alors ça, évidemment, c'est que quand je le raconte, mais il y a eu tout un débat aussi de mettre plus de musique live dans le film. Et en fait, on tenait à avoir ce générique avec la musique électronique d'un remix d'Africa Mia. Moi, je trouvais pas ça intéressant. On a fait des fins où il y a de la musique live en concert, où c'est vraiment eux qui jouent. Voilà. Alors évidemment, les aficionados sont un peu frustrés par ça, mais je pense qu'on raconte autre chose, par exemple, que Buena Vista. Où Buena Vista, il y a une vraie cohérence d'avoir les portraits de ces mecs qu'on va aller chercher, qui répètent, et puis après, ils finissent sur les grandes scènes du monde entier. Donc, c'est un film vraiment musical. Moi, mon film, c'est un film sur le temps qui passe, qui raconte une époque et qui raconte la relation entre un producteur de musique, un groupe et un autre producteur de musique. Et donc, effectivement, pour moi, la meilleure fin, c'était ces trois fins qui s'enchaînaient. C'est-à-dire lui, moi, et finir par le groupe. Donc, pour moi, la fin du film, c'est le groupe, en fait. Voilà. Et le groupe, on peut l'annoncer, voilà, par ce twist de réalisation. Voilà. D'accord. Et le film est sorti en DVD le 16 décembre. Ouais. Et quand est-ce qu'il est sorti en salle? Il est réel? Il est sorti en salle le 16 septembre. Septembre, voilà. Il a eu 2 mois d'exploitation et fin octobre, moi, j'ai encore fait une dernière séance et en fait, il y avait encore des salles en France, une ou deux à Paris, qui devaient là le re-rentrer et le jouer à partir du 15 décembre. Donc en fait, la sortie DVD, elle est sortie parce que dans ce contexte, il y a une espèce de loi qui dit qu'au bout de 3-4 mois, avec ce qui se passe et pour ce genre de film, on peut le sortir en DVD. Donc c'était prévu, si vous voulez. Donc en fait, voilà, il sort en DVD, il est en VOD sur les plateformes Orange, Free, Canal VOD. Mais il est possible, alors ça va pas être une grosse sortie puisqu'il est déjà sorti, mais il est sûrement possible. Enfin, ma distributrice, ils travaillent là-dessus, mais là ils sont évidemment, on peut imaginer, complètement dans le flou. Que en février, il va pas ressortir d'une façon. On parle pas des films qui étaient prévus là, qui sont sortis en octobre ou qui étaient prévus en décembre. Mais en tout cas, il va encore avoir une vie en salle, en débat, en projection. Et puis il sort en Afrique normalement en mars. On attend une réponse parce qu'on est inscrit au FESPACO, au festival de Ouagadougou là. Et puis voilà. Puis on va voir si on est dans les 5 docs nominés au César. Donc je crois que la réponse c'est en février, un truc comme ça. Il doit sortir aux États-Unis aussi parce qu'il a été acheté aux États-Unis par le distributeur de Kirikou. Voilà. Donc un documentaire, c'est voilà sa vie, il y a des festivals, des débats, des projections. Voilà, donc c'est vrai que ça, on a eu la chance de pouvoir le sortir pendant 2 mois. C'était quand même. Oui, parce que maintenant on ne sait pas trop ce qui va se passer, donc on souhaite que ça réouvre. Dans cette dynamique de pas le sortir avant l'été parce que ça aurait été compliqué, et de pouvoir le sortir juste après le festival d'Angoulême, on était le coup de cœur et tout, donc on a eu une super. Voilà, c'est quand même un film de niche, hein, c'est pas un documentaire grand public ou sociétal, comme des documentaires qui sont sortis récemment, là, le film de Dufresne ou de Sébastien Lifshitz, qui sont beaucoup plus contemporains et actuels, qui résonnent avec l'époque. Nous, on est sur un truc musical du passé, mais voilà, moi je me dis, voilà, il y a 2 compartiments dans ce film. Il y a le côté, cette sortie française, ces festivals, et de l'autre côté, sa vie qui va avoir lieu en Afrique. Voilà. Et donc, il avait déjà été acheté par les instituts français, donc j'étais très content. Mais c'est vrai que le fait qu'une grosse structure, un groupe comme Pathé, qui décide d'investir en Afrique et qui prenne le risque, entre guillemets, de sortir beaucoup de films l'année prochaine avec des exploitants en Afrique et qui mettent dans leur roster ce film, c'est une vraie fierté, quoi. Enfin, c'est super parce que
je voulais pas non plus faire un film qui s'adresse qu'aux blancs entre guillemets, les occidentaux, en mal d'exotisme ou juste spécialiste d'eux. Voilà, parce que moi quand j'ai commencé ce film, j'étais pas un spécialiste d'eux et je le suis pas spécialement en plus. Voilà. Et donc, j'étais pas dans une chapelle de mecs fans de l'Afrique qui vont en Afrique, qui essaient de trouver des trucs en Afrique. Ce que je respecte complètement, mais moi, je viens de la pop, de la new wave, du rock, du punk. Donc, c'est une évolution de ma vie, de ma carrière, de la musique voilà, mais pour revenir à ce que vous disiez, oui, c'est un vrai truc avec le continent africain, quoi. Enfin, moi, je me suis trouvé comme un poisson dans l'eau là-bas, et je pense qu'un blanc fasse ça, même si j'ai eu quelques réflexions, quelques gens qui peuvent être un peu une branche un peu radicale, afrocentriste, en disant c'est pas aux blancs de faire ça. En tout cas, voilà, moi je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait, et il y a beaucoup d'Africains et de locaux et de gens ici qui m'ont aidé. Et le vrai retour, il est là aussi, quoi. Quand vous faites une projection à Montreuil, deuxième ville du Mali, et que la salle est blindée et qu'il y a beaucoup de gens, de diaspora qui viennent et qui disent voilà, on connaissait le tube mais on connaissait pas cette histoire. Voilà, donc c'est une vraie fierté. Voilà.